On y va, on part pour notre point actu hardware de la semaine. Cette semaine, pas mal de news sur les cartes graphiques, pas mal d'annonces prévues, de dates de sortie. Malheureusement, on n'a pas les informations essentielles, hein, les prix et surtout les disponibilités, mais beaucoup de choses qui vont arriver en début d'année sur différentes gammes, à différents prix. Ça va être très intéressant ce début d'année sur les cartes graphiques. Le seul problème probable, hein, c'est les prix et les disponibilités, mais on devrait avoir des nouvelles références dans différentes gammes avec enfin des cartes entrée de gamme. On l'espère à des prix plus accessibles, mais c'est pas encore gagné. Mais bien sûr, comme d'habitude, on finira par les cartes graphiques. D'abord, on commencera par les bons plans, toujours des bons plans, des jeux gratos sur l'Epic Game Store et pas que. Donc de quoi se régaler, hein, pour Noël. À noter en plus qu'il y aura un petit truc en plus sur l'Epic Game Store du 16 au 25, je crois. En tout cas, sur plusieurs jours avec un jeu offert par jour, en plus des jeux offerts toutes les semaines. Donc ça promet beaucoup de jeux différents, gratuits pour tout le monde, et ça régale. Ensuite, on parlera rapidement d'un des pires cauchemars d'Apple qui s'est produit, hein. On va parler de l'arrêt de production de certains iPhones pour Apple. Et voilà, hein, visiblement tout le monde est lourdement impacté, hein, par cette pénurie de composants. On passera ensuite sur un truc plutôt marrant. On va avoir les recherches les plus populaires sur Google de l'année, avec dans le monde, en France. Voilà, des trucs logiques et d'autres un peu plus étonnants. Vous verrez, il y a des trucs un peu marrants. On continuera avec de l'insolite et un appareil Razer. Vous en avez peut-être entendu parler, le Razer Phone Couleur Chroma. Donc, comme son nom l'indique, il y a du RGB. De toute façon, c'est Razer, donc on aurait pu s'en douter de la présence du RGB. Intéressant ou pas, à vous de voir. Peut-être pour certains gros joueurs mobiles, pourquoi pas. Différentes versions, mais un prix plutôt salé, hein, honnêtement, plutôt salé, pour un refroidisseur de téléphone. On fera un petit passage par les supports de stockage. On va parler d'abord de disques durs très grande capacité à des prix très élevés. Euh, vous verrez, hein, vraiment très grande capacité là-dessus, je vous mens pas. Et ensuite, on parlera de SSD externe, SSD portable. Encore une fois, un prix plutôt salé, mais des performances bien au rendez-vous et des capacités de stockage assez insane. On va parler des conférences tant attendues du 4 janvier prochain avec beaucoup de gros noms qui vont nous annoncer normalement du lourd. On va revenir en détail sur ce 4 janvier prochain et ce qu'on attend, les horaires des conférences et les détails de chaque conférence. Mais en tout cas, voilà, il y aura beaucoup à décrypter après ces conférences du 4 janvier prochain. On parlera aussi des nouveaux chipsets Intel. On a vu le Z690, des cartes mères qui sont plutôt très chères, hein. Euh, Seule carte mère à l'heure actuelle compatible avec la 12e génération de processeurs Intel. On attend les autres gammes, on attend les autres chipsets qui sont normalement avec moins fournis, hein, moins de connectiques, mais aussi des prix normalement réduits. On va voir les différences, on va voir si ils abandonnent ou pas le PCI Express 5.0. C'est assez intéressant et ça va apporter une accessibilité supplémentaire à cette 12e génération qui à l'heure actuelle est quand même. Les processeurs sont pas spécialement chers, mais tout le matériel avec les cartes mères sont quand même relativement chers. Si vous voulez la DDR5, c'est très cher et très peu disponible, donc c'est encore un peu compliqué. Comme d'hab, on passera ensuite aux cartes graphiques d'abord. Avant de rentrer dans le dur du sujet des cartes graphiques, on va parler de God of War et des configs minimales et recommandées pour God of War, version PC bien sûr.
pas trop exigeant, ça va. Même si j'avoue que je suis quand même surpris, mais ça va. C'est pas Battlefield. Ensuite, on fera un petit comparatif très rapide entre la RX 6600M de chez AMD et la RTX 3060 mobile de chez Nvidia. Donc, quelle est la meilleure carte graphique pour jouer aux jeux vidéo? On sait bien qu'en général, il n'y a pas une réponse précise et nette. Encore une fois, il n'y aura pas de réponse précise et nette, mais une bonne idée des performances de chacune de ces deux cartes graphiques. On fera le petit tour par les prix et les stocks. On pleurera des larmes de sang comme chaque semaine. Hein, ça, ne comptez pas vous en sortir trop rapidement. Hein, ça va continuer à durer. Et ensuite, les annonces, ce qu'on va attendre de AMD et de Nvidia sur les cartes graphiques dans les prochains temps. Hein. Là, on parle de plutôt prochaines semaines, voire prochains mois, mais pas beaucoup plus. On n'est pas sur des trucs très lointains, comme parfois on peut parler des RTX 4000 ou ce genre de trucs. Là, on va être dans du futur relativement proche. On commence du coup avec les trucs gratos. Toujours bien de commencer par les trucs gratos, sachant qu'on finit avec les cartes graphiques qui sont loin d'être gratos. Comme chaque semaine, l'Epic Game Store nous régale avec 2 jeux offerts. Le premier jeu, c'est Godfall Challenger Edition. Jamais joué à Godfall, connais pas, mais c'est gratos. Et c'est joli. Je peux pas vous parler du jeu, j'y ai pas joué, j'ai pas vu de gameplay, mais en tout cas, l'illustration qu'on nous donne laisse présager des graphismes sympas. Encore une fois, c'est gratuit, donc pourquoi se priver? Il suffit de l'ajouter à sa bibliothèque comme à chaque fois, même pas besoin de télécharger le jeu directement. Vous avez une semaine pour le récupérer, ainsi que le deuxième jeu qui est Prison Architect. Euh, donc non, vous allez pas, vous allez construire une prison, oui, mais vous allez aussi devoir la gérer. Hein. C'est pas juste on fabrique, c'est on doit gérer aussi. Donc vous devrez tout faire. Vous serez le chef, le boss d'une prison, et c'est bien sûr un jeu de gestion de prison. Vous pourrez, voilà, si vous avez des gens que vous n'aimez pas, et ben vous pourrez créer une prison, renommer les prisonniers avec le nom de ces personnes que vous n'aimez pas et leur faire vivre leur pire moment en prison si c'est votre délire. Il paraît que c'est quand même un jeu plutôt sympa, plutôt bien fait. C'est un jeu de gestion. Hein. Ne vous attendez pas à de l'action infinie et tout ça. Hein. On reste dans le jeu de gestion, mais j'ai déjà vu quelques phases de gameplay et ça a l'air d'être un bon jeu de gestion dans son univers, mais un bon jeu de gestion tout de même, avec des bonnes possibilités. C'est gratos, pourquoi vous priver? Aucune raison. Comme d'habitude, foncez sur l'Epic Game Store, ajoutez-les à votre bibliothèque et vous verrez bien plus tard si ça vous intéresse ou pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas de raison de ne pas les ajouter à sa bibliothèque. A noter aussi que j'en parle pas aujourd'hui parce que c'est pas encore le cas, mais il va y avoir des jeux offerts chaque jour à l'approche de Noël sur l'Epic Game Store. Donc voilà, à vous d'aller voir. Faudra être assez réactif hein, parce que vous aurez à chaque fois 24 heures pour récupérer le jeu. Dépasser ce délai, le jeu redeviendra payant, mais pendant ce délai, il sera gratuit. Donc allez faire un tour quotidiennement sur l'Epic Game Store, voir si ça vous intéresse ou dans le doute, ajoutez-les à votre bibliothèque, vous verrez plus tard. En tout cas, ce serait bête de se priver de jeux gratuits, même si on a l'habitude, hein. Si on nous en donne plus, ça serait bête de les refuser. Dernier jeu gratuit, c'est sur Ubisoft, donc comment s'appelle maintenant la plateforme Ubisoft? Je sais jamais. Ubisoft Connect, un truc dans le genre. Uconnect, une histoire comme ça. On vous offre Anno 1404 History Edition. Encore une fois, plutôt un jeu de gestion, mais on pousse un peu plus loin. Hein. C'est un anneau, vous voyez bien à quoi ça ressemble. Vous gérez votre petite civilisation tranquillement et vous essayez de la faire s'étendre. Vous avez jusqu'au 14 décembre à 15 h pour récupérer le jeu gratuitement. Une fois dépassé ce délai, ça redeviendra payant, comme pour chaque jeu gratuit. Et du coup ça régale. Hein.
le savoir-faire Anno n'est plus à démontrer et on est sur un jeu d'une très bonne qualité avec le côté historique et tout qui régale en plus. Voilà, ça c'est les jeux gratos. Après les bons plans, les jeux gratos qui nous donnent le sourire, on va parler d'un des pires cauchemars d'Apple qui s'est produit. Ils ont été obligés d'arrêter la production d'iPhone. Brièvement, certes, mais il y a quand même eu de l'arrêt des lignes de prod. Et ça c'est un vrai gros problème, hein. Apple qui, en plus, est plutôt dans une idée de flux tendu, hein. Ils sont pas en train de stocker à l'infini. Ils produisent en flux tendu pendant la durée de vie de leurs produits et ensuite, paf, ils arrêtent. C'est une mécanique qui était jusque-là bien huilée, mais la pénurie de composants n'aide pas dans cette situation et du coup ils se sont retrouvés avec l'incapacité de continuer la production, donc des lignes de prod à l'arrêt, des pertes bien sûr pour tout le monde, hein, pour aussi bien les usines de prod que pour Apple. Et, euh, et voilà, depuis ça a repris, donc il y aura quand même des iPhones pour Noël. On ne sait pas trop comment nous, les consommateurs, pouvons être impactés par cette histoire. Est-ce, est-ce qu'on peut par exemple commander un téléphone et du coup on nous dit que les délais de livraison sont plus longs que d'habitude? Est-ce qu'on peut aller dans un Apple Store et voir que finalement il n'y a pas le modèle que l'on souhaite? Je ne sais pas. En tout cas, c'est rarement un bon signe, surtout qu'en général Apple est quand même assez pointilleux là-dessus. Ils aiment que ça soit carré au niveau de leur production, de leur stock et tout. Et ils, ils aiment vraiment pas ne pas avoir de disponibilité pour leurs produits qui sont actuellement en vente. C'est vraiment quelque chose qu'ils détestent et ils font en général tout pour que voilà, quand il y a l'annonce d'un produit, peu de temps après, il y ait la mise en vente et une disponibilité pour la plupart des clients qui ont commandé. Bon, on se fait pas trop de soucis, hein, Apple, ils vont pas s'effondrer, ne vous en faites pas. Et s'il y a bien une entreprise qui va trouver un moyen de contourner un peu les problèmes de pénurie à probablement un gros coût de dollars, c'est Apple. En général, ils sont pas mauvais pour ça. Donc, aucun souci. En plus, depuis, ils ont fait la classique Apple, hein. Effectivement, ils ont dû arrêter pendant un moment. Depuis, ils ont repris et depuis, ils ont augmenté les cadences, quoi. C'est mode, oui, on s'est arrêté, mais on va travailler 2 fois plus pour combler le manque de production pendant ces arrêts. Donc rien de grave, mais ça montre une nouvelle fois que personne n'est à l'abri de ces pénuries de composants, même les grosses machines qui fonctionnent bien depuis un moment. Ils ont rarement eu des problèmes de production Apple, donc c'est quand même assez étonnant qu'ils soient aussi touchés, mais ça montre la réalité de la situation. Après le cauchemar d'Apple, on va se marrer un peu en regardant les recherches les plus populaires sur Google pendant cette année. Des trucs qu'on pouvait s'attendre, hein, forcément, d'autres un peu moins. Alors, on commence par le top 10 dans le monde, et là, bah, le sport est le grand vainqueur, hein. Notamment étrangement, le cricket. Le, cri- le cricket ou le cricket, je ne sais pas. Sport pas très populaire, hein, chez nous, on va pas se mentir. Plus populaire en Angleterre, mais surtout en Inde. Inde, pays d'une population énorme. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais ils sont plus d'1 milliard. Donc voilà, hein, visiblement, les recherches sur le cricket, voilà, Australie contre l'Inde, l'Inde contre l'Angleterre, l'IPL qui est du coup la Ligue de cricket indienne. Et après, on a des sports qui sont un peu plus traditionnels chez nous. La NBA avec le basket, l'Euro 2021 pour le football, la Copa América aussi pour le football. On retourne un peu dans le cricket avec l'Inde contre la Nouvelle-Zélande, le T20 World Cup, qui est du coup, j'imagine, la Coupe du Monde de cricket. Et à la fin, en 9e place, on a quand même Squid Game, qui apparaît comme ça, comme
la 9e recherche la plus effectuée dans le monde sur l'année 2021, ce qui est assez ouf, parce que c'est pas si vieux que ça, clairement. Et ensuite, on a DMX, un rappeur américain. Voilà, ça c'est dans le monde. Le sport en haut du classement, au sommet du monde, clairement. Ensuite, on peut prendre en France, parce que ça nous concerne plus, et voilà, hein, j'avoue que moi, le cricket, c'est pas... j'étais en train de réfléchir, mais non, j'ai jamais regardé... j'ai déjà vu des extraits de jeux, mais j'ai jamais regardé un match de cricket. Peut-être un truc à faire un jour, peut-être en live, je sais pas si c'est possible. Mais pas méga sûr que je sois exalté par cette expérience. Du coup, en France, qu'est-ce qu'on a en première position? On a comment obtenir le pass sanitaire. La crise sanitaire, hein, en plein cœur de nos recherches Google, hein, clairement. La deuxième est vraiment, moi je suis très étonné par cette deuxième recherche la plus populaire en France dans cette année, c'est pourquoi les tronçonneuses ont été inventées. Ce qu'il y a, j'ai quasiment envie de... Elle marche bien cette question parce que j'ai quasiment envie de la googler. Euh, mais j'avoue que ouais, je sais pas. C'est une bonne question, hein. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas s'il existe une réponse. Mais je trouve ça très étonnant que ça soit quand même la deuxième recherche la plus populaire en France durant cette année. Euh, Franchement, j'aimerais avoir un message de toutes les personnes qui ont recherché ça parce que je suis curieux de savoir dans quelles conditions on fait ce genre de recherche et comment ça peut devenir l'une des recherches Google les plus populaires en France, mais pourquoi pas. Ensuite, on a quand parle Macron pour savoir quand seront faites les annonces du gouvernement, hein, assez logiques. Cas contact, que faire? On retourne sur la crise sanitaire. Comment calculer son IMC? Une question qui reste et restera, à mon avis, dans, dans la pensée de plein de gens. Comment supprimer un compte Instagram? Ça, c'est étonnant. Ça montre à quel point c'est pas simple de supprimer un compte Instagram. Peut-être des choses à faire. Peut-être que c'est fait exprès aussi. Ensuite, on retourne sur qu'est-ce que le pass sanitaire? Couvre-feu jusqu'à quand? On tourne dans la crise sanitaire, hein, clairement. De quoi est mort Jean-Paul Belmondo? Donc, visiblement, Bébel qui continue de rester dans la tête de nombreux Français. Et le dernier, confinement, à partir de quand? Ça, c'est effectivement des recherches qui m'étonnent moins, contrairement à pourquoi les tronçonneuses ont été inventées. Vraiment, cette recherche me trigger à l'infini. Je ne sais pas, je sais pas. Je sais pas quoi vous en dire. La plupart des autres recherches sont assez logiques dans l'air du temps et collent soit assez bien à la vie de tous les jours, soit à notre année. Mais la tronçonneuse, vraiment, j'aimerais une explication. J'aimerais beaucoup avoir une explication. Et à la fin, on a le top 10 des tendances de l'année en France. En premier, l'Euro 2021, bien sûr, la France, terre de football, hein, clairement. Ensuite, crise sanitaire, attestation couvre-feu. Mais après, on retourne dans le sport, Ligue 1, Roland Garros. On retourne dans crise sanitaire, vite ma dose, passe sanitaire. Alors le sport, France-Suisse. Ensuite, confinement. Ensuite, France-Portugal. Et on finit par Covid. Donc vraiment, les tendances en France sur Google, c'est soit le sport, soit la crise sanitaire. C'est assez clair et, et sans appel. Voilà ce qui nous a occupé en majorité pendant l'année, le sport ou la crise sanitaire, effectivement. Ça nous a pris pas mal de temps. Moi, j'ai fait les recherches de sport un peu moins sur la crise sanitaire, mais oui, l'Euro 2021, j'ai dû faire ces recherches-là. Ligue 1 aussi, Roland-Garros, pareil. Donc sur certains trucs, je m'y reconnais. Sur le top mondial, beaucoup moins. N'étant pas intéressé par le cricket, je, voilà, je m'y reconnais un peu moins. Mais c'est super intéressant d'avoir ces statistiques. Et je pense que pour des sociologues et tout, il y a moyen d'utiliser ces données, je pense. Je ne sais pas si Google donne accès à toutes les datas, mais je pense qu'il y a moyen d'exploiter tout ça.
On continue avec un truc plutôt insolite. On est chez Razer et on nous présente le Phone Couleur Chroma. Tout est dans le nom, évidemment. Déjà, c'est Razer, donc on s'attend à du RGB. Ça finit par Chroma, donc on valide le RGB. Et au milieu, on a l'utilité du produit. C'est un refroidisseur pour téléphone, hein. C'est écrit, ça peut pas être plus clair. Et ça ressemble à ça. Donc voilà, le but c'est de refroidir votre téléphone pendant, en général, ce qui pose le plus de problèmes sur le refroidissement des téléphones, c'est les longues sessions de jeu. Parce que du coup, le téléphone a besoin de délivrer des performances. Et on a bien sûr que du refroidissement passif sur nos téléphones. Donc au bout d'un moment, ça chauffe et on commence à le sentir. Ce qui en plus n'aide pas, faut le dire aussi, hein, quand le téléphone chauffe, ça n'aide pas aux performances, ça n'aide pas à l'autonomie. Donc ça n'apporte rien de bon si on peut le faire refroidir plus efficacement. C'est intéressant. Le problème, c'est que c'est quand même plutôt cher. On est ici sur du 60 $, deux versions, version classique générique et version MagSafe pour les iPhones, donc avec l'aimant intégré. Plutôt sympa, du coup, l'idée MagSafe pour les iPhones. Mais 60 $. Vous pouvez par contre, et ça c'est quand même plutôt sympa, petite application, vous pouvez contrôler l'éclairage, vous pouvez le synchroniser avec votre jeu et tout. Ça c'est sympa, vous avez un petit câble de recharge en USB-C, uniquement pour la recharge. L'idée de base n'est pas mauvaise. La réalisation, à l'image de Razer, un peu pétant, du RGB, mais encore une fois, c'est pas une mauvaise réalisation. On est sur un objet plutôt joli, plutôt bien designé, tout ça. Après, l'utilité, pas pour tout le monde, et le prix, plutôt élevé. Mais j'aime bien l'idée, je trouve ça marrant. Et il faut noter aussi, personnellement, je suis pas un gros joueur mobile, je joue un petit peu, mais pas à des gros jeux mobiles, et pas pendant des longues sessions. Mais le jeu mobile est quand même en pleine expansion, et du coup, on peut se dire que de plus en plus de personnes pourront dans le futur être intéressées par ce genre de produit, vu qu'on ne va pas changer le système de refroidissement de nos smartphones, hein. Ça restera du refroidissement très basique, enfin, totalement passif. Ce serait quand même assez chiant d'avoir un ventilateur dans notre smartphone, et ça poserait tout un tas de problèmes, notamment quand, par exemple, c'est dans nos poches. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt marrant, plutôt insolite. Et en vrai, pourquoi pas juste le prix, sachant que là on est en dollars, 60 $, donc hors taxe. J'ai peur d'imaginer combien il coûtera chez nous en Europe. On continue sur du support de stockage et on commence avec du gros disque dur. Du disque dur où on rigole zéro sur les capacités parce qu'on va parler de disque dur de 20 Tera. 20 Tera, ce qui est pour la plupart des gens, allez, 10 fois ce qu'ils ont dans leur PC fixe, voire plus que ça. Euh, Par rapport à un PC portable, je vous en parle même pas. La plupart des PC portables aujourd'hui sont fournis avec quoi, 512 Go de SSD. Donc 40 fois plus. 20 Tera, c'est 40 fois plus. En termes de prix, bien sûr, on est sur des prix, j'allais dire indécents, mais est-ce qu'on peut vraiment dire indécents? Non, plutôt élevés, des prix élevés et des prix destinés au milieu professionnel. En même temps, qui a besoin de 20 Tera dans son PC? Pas grand monde. Et en plus, on ne parle pas vraiment de disques pour des PC classiques. On a deux versions. On a le Exos X20 et le Iron Wolf Pro, tous les deux 20 Tera. Deux utilisations distinctes, deux utilisations distinctes, assez logiques. On a d'abord le Exos X20 qui est lui plus fait pour les data centers, donc faible latence, tout ça. On est, euh, on est sur quelque chose qui va vite et qui est performant. La deuxième version, le Iron Wolf Pro, lui, il est pour du stockage plus classique. Il est un peu moins performant, mais par contre, il est plus robuste et il a une durée de vie plus longue.
mais du coup un peu moins performants. Donc suivant si vous êtes sur du cloud ou donc stockage cloud serveur machin, ou sur du stockage classique, plus classique de gros fichiers, tout ça, ça dépend. Les prix aussi sont différents et quand même, je suis assez étonné de la différence de prix, mais ça doit s'expliquer par les détails techniques qu'on n'a pas tous. La version la plus performante coûte 800 euros pour 20 Tera. Après, d'un autre côté, pour un data center, c'est pas comme pour un particulier, forcément. Et la version pour du stockage plus classique est tout de même à 685 euros. C'est des prix en euros, donc on a les taxes, normalement, dedans, j'espère. Ce qui n'est pas toujours sûr vu que on est plutôt sur du matériel pro et que parfois les prix pour les pros sont annoncés hors taxes, mais je pense qu'on a les taxes sur ces prix. On est quand même sur du 800 et 685 euros pour un disque dur, un seul, mais 20 Tera. Donc ce ne sera pas pour vous, ni pour moi, ni pour demain, pour les particuliers, voire peut-être jamais, parce qu'en vrai, le jour où on aura besoin de 20 Tera, peut-être que ça posera des problèmes. Mais, mais ça montre bien que la technologie du disque dur traditionnel est loin d'être une technologie en perte de vitesse. On est loin d'arrêter d'utiliser des disques durs traditionnels, hein. Clairement, les SSD, c'est très bien, mais ça ne convient pas à toutes les utilisations. Et du coup, on continue à faire des progrès. Seagate nous annonce quasiment tous les 6 mois qu'ils ont réussi à faire des disques durs plus grande capacité et ils espèrent atteindre, je crois, les plus de 100 Tera d'ici quelques années, hein, bien sûr. Mais on continue de travailler vraiment fort dessus. Et c'est assez intéressant, même si maintenant c'est un peu plus destiné à des marchés professionnels. Les particuliers utilisent de moins en moins de disques durs classiques et de plus en plus de SSD. Après, si on veut des grandes capacités de stockage, les SSD restent vraiment très chers. Après les disques durs traditionnels, on passe au SSD, bien sûr, mais du SSD portable. Et attention, on rigole pas, hein. On rigole pas aussi bien en termes de capacité, parce qu'on a 3 modèles, 2 Tera, 4 Tera et 8 Tera. Donc on n'est pas sur des petites capacités. Ensuite, on est sur de la connectivité plutôt très performante, ce qui permet d'avoir des débits théoriques jusqu'à 2000 émosecondes, lecture comme écriture, ce qui est quand même très sympa pour du stockage externe. Plus de ça, vu que c'est du NVMe, et bah c'est tout petit, c'est très léger, ça régale. Le seul problème là-dedans, c'est bien sûr le prix, vous imaginez bien. Effectivement, c'est très performant, très petit, très léger, grande capacité. Il y a un truc qui va poser un problème, et c'est bien sûr le prix, parce que ça fait très mal le prix. On est quand même sur du 310 $ pour 2 Tera. Ça peut encore s'envisager pour certains. Si vous voulez 4 Tera, on passe à 760 $. Et là, ça commence à être des problèmes. Si vous en voulez 8, j'ai même pas envie de vous dire ce prix-là, mais vous le voyez, hein, on est quand même sur du 1900 $. Encore une fois, hors taxe. C'est pas technologiquement, c'est intéressant. Ça va arriver bientôt, les deux premiers fin décembre et ensuite début d'année 2022. Mais en termes de prix, c'est quand même très rush, hein. Alors oui, c'est très performant, tout ça. C'est grande capacité, effectivement, hein. Mais c'est un choix aussi. Parce que la première version, elle fait. Enfin, la version entrée de gamme, elle fait déjà 2 Tera quand même. Ce qui est beaucoup pour un SSD. Et ça va jusqu'à 8. Donc du matériel très intéressant. Pas du tout accessible, mais très intéressant. Yobanxi, ça va et toi? Je parle tech, donc ça va, forcément. Et puis j'ai pas encore fait les cartes graphiques, donc ça va, encore pour l'instant. Après les cartes graphiques, petite baisse de morale, hein, forcément. Donc voilà des SSD externes NVMe qui se répandent de plus en plus, mais qui restent encore et toujours très peu accessibles en termes de prix, hein. On est encore et toujours sur des prix très très élevés. Après, on peut se dire que c'est plus destiné aux professionnels, parce que pour les professionnels, le temps c'est de l'argent.
plus c'est performant, moins ça prend de temps, donc moins ils perdent d'argent ou plus ils en gagnent. Dans ces cas-là, ça peut s'envisager pour un particulier mettre même 310 dollars dans un support de stockage externe. Il faut quand même en avoir les besoins. Ça reste une somme élevée. Et après, pour les modèles 4 et 8 Tera, j'en parle même pas. Je vois pas pourquoi un particulier aurait besoin d'autant. Ou alors acheter un disque dur, ça coûte moins cher. Sacrément moins cher en plus. Ah, on va parler d'un truc que j'attends de ouf, mais bon, ça arrivera que le 4 janvier. Donc il va falloir attendre. Et oui, moi ce que j'attends de ouf, c'est pas Noël, hein, c'est le 4 janvier prochain, où on va avoir des conférences et ça va vraiment régaler. Ce sera le début du CES Las Vegas. Et on a AMD qui va tenir une conférence à 17 h, une conférence qui devrait parler des Ryzen 6000, donc nouvelle génération de processeurs qui devrait venir concurrencer la 12e génération de processeurs Intel, mais aussi de son nouveau 3D V-Cache. Ça, j'avoue, c'est pas ce qui me fait rêver. Mais les cartes graphiques aussi, avec la 6500 XT et la 6400. Donc enfin, l'entrée de gamme des cartes graphiques côté AMD. Moi, ça fait tellement longtemps que j'appelle vraiment de tout mon cœur d'avoir ces entrées de gamme en termes de cartes graphiques. Parce que j'en ai un peu marre de voir que des cartes à plus de 1000 euros. Hein, carte à plus de 1000 euros, c'est bien, mais c'est chiant. Donc, ça me régale. Après AMD, on aura à 19 h Intel qui va aussi nous parler de trucs qui nous intéressent parce qu'on devrait avoir les Alder Lake P, qui sont du coup les versions mobiles des Alder Lake S. Je sais pas pourquoi ils les ont appelés P et pas M. Bref, c'est leur bail. Ensuite, on aura les Alder Lake S non K, donc encore des nouvelles versions de ces processeurs de 12e génération, version de bureau. On va aussi avoir les nouveaux chipsets moins chers, plus accessibles que le Z690 qui est quand même très cher. Et aussi les cartes graphiques, enfin, même si on s'attend à avoir d'abord les versions mobiles. On espère quand même avoir un petit mot sur les versions de bureau, au moins petite idée des annonces et tout. Ça reste de la supposition, on aura les annonces pour les versions mobiles. Donc là-dedans, on a AMD à 17 h, Intel à 19 h. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque Nvidia à 18 h. On a un trou là. Et effectivement, on a Nvidia à 18 h, bien sûr. Bah oui, on n'allait pas avoir un trou quand même, c'est le CES, il y a des grosses annonces. Donc Nvidia qui nous régalera à 18 h. Voilà, qui fera la jonction entre AMD et Intel, ça me régale, et qui devrait nous faire tout un tas d'annonces qu'on détaillera certaines dans la suite, avec des trucs qui nous intéressent plus ou moins, mais quand même des annonces sympas, une 3090 Ti, une 3080 avec 12 Go de mémoire, une 3070 Ti avec aussi le double de mémoire dédiée, des versions 3080 Ti et 3070 Ti mobiles, enfin tout un tas de nouvelles versions de ces RTX 3000 avec j'espère aussi, et normalement ça devrait être le cas, mais normalement on devrait aussi avoir l'entrée de gamme avec les 3050, encore un truc que j'attends impatiemment. Donc voilà, hein, le 4 janvier, je vous avoue que moi, je pense qu'il n'y aura pas de live hein, pour moi le 4 janvier, je sais pas quel jour c'est, mais je serai de 17 h à probablement 20 h devant ces conférences pour récupérer toutes les infos, on en discutera après. Mais ça me fait bien envie de savoir ce qui nous annonce, ce qui va arriver. Même si ça va pas régler les problèmes du marché des cartes graphiques actuelles, hein, ça peut pas. Là, de toute façon, on peut plus vraiment faire de mal. Hein, donc, ça sera des nouveaux trucs et ça me fera bien plaisir. À défaut de pouvoir en acheter, au moins, on verra des illustrations et on saura lesquelles seront en Founders Edition, donc lesquelles seront achetables à un prix acceptable et lesquelles ne le seront pas. Ça aussi, ça sera intéressant. On va parler un peu des chipsets, du coup, voilà, on s'était dit, ça va être présenté, mais en vrai, on en sait déjà pas mal.
C'est un truc qui est un peu étonnant, hein. On a l'information des annonces, de quand vont être faites les annonces, mais on a aussi les informations un peu plus techniques sur les produits qui vont être annoncés. Donc moi ça me convient, hein, on va pouvoir en parler rapidement, mais c'est un peu spécial comme façon de faire, ça sent un peu les fuites d'informations. Du coup, les nouveaux chipsets d'Intel, après avoir sorti le Z690, qui est le chipset le plus haut de gamme, qui est le plus complet, mais aussi le plus cher, du coup, euh, on va avoir le H670, le B660 et le H610. Information importante, on garde la complète compatibilité avec tout ce qu'a apporté cette 12e génération de processeurs Intel, la DDR5, le PCI Express 5.0 sur l'intégralité des chipsets. Sauf que, il y a toujours une douille dans ces histoires-là. Sauf que, la douille, c'est que ces informations, elles sont pas totalement claires. Pas totalement claires parce que on devrait avoir, comme pour les Z690, des versions DDR4 et des versions DDR5, information qui n'a pas encore été totalement validée par Intel, mais c'est ce qui se laisse entendre. Donc c'est le premier point. Ensuite, on a vu les rumeurs de ces fameuses cartes qui ne seraient pas compatibles PCI Express 5.0. Aucune information là-dessus, on ne sait pas s'il y aura des cartes mères qui feront l'impasse sur ce PCI Express. Donc là-dessus, on ne sait pas. Mais visiblement, s'il y en a qui feront l'impasse sur le PCI Express 5.0, d'autres ne le feront pas. Donc ça reste une information assez intéressante. On a les détails ici de ces différents chipsets. Donc vous voyez la différence entre les différents chipsets. La différence entre le Z690 et tous les autres, c'est la possibilité d'overclock son processeur. Voilà. Alors que sur tous les chipsets, on a la possibilité d'overclock sa mémoire, sauf sur le chipset le plus accessible qui est le H610, qui seront les cartes mères qui coûteront le moins cher et qui ont le moins de connectivité. Et après, on est sur des histoires de connectivité, donc les lignes PCI Express et les ports en tout type, USB, PCI Express 4.0, 3.0, le SATA, ce genre de choses. Et vous voyez que plus vous allez sur un chipset haut de gamme, plus vous avez de connectivité disponible. Donc en fait, c'est ça la vraie information à retenir. Premier point, est-ce que vous voulez overclocker votre processeur? Oui, non. Si oui, vous êtes obligé de prendre du Z690. Ensuite, deuxième question, est-ce que vous voulez overclocker votre mémoire? Oui, non. Si c'est oui, vous ne pouvez pas prendre du H610. Si c'est non, vous feriez mieux d'aller vers du H610. Et après, c'est le nombre de cartes, par exemple graphiques ou autres, qui vient se brancher en PCI Express et le nombre de ports USB qui vous intéresse. Ce qui fait la vraie diff, au-delà des caractéristiques techniques, c'est le prix des cartes mères. Là où les Z690 sont à des prix vraiment très élevés, les cartes mères H610 forcément seront à des prix bien plus bas, mais qui feront l'impasse sur pas mal de choses. Par contre, les B660 font l'impasse sur beaucoup moins de choses. Les seules vraies choses que vous perdez sont principalement des ports USB. Donc si vous n'utilisez pas 1 milliard de ports USB, vous pouvez y trouver votre bonheur, surtout si vous n'allez pas du côté de l'overclocking processeur qui est du coup disponible que sur les Z690. Ce que j'attends, moi, de ces nouveaux chipsets, c'est d'avoir du matériel plus accessible. Aujourd'hui, les processeurs Intel de 12e génération, en termes de performance, sont très impressionnants, vraiment très impressionnants, ils sont performants. Leur seul petit problème, c'est peut-être la consommation, surtout sur les i7 et encore plus sur le i9. Mais par contre, les cartes mères sont très chères. La DDR5, j'en parle pas, c'est hors de prix et très peu disponible. Donc déjà, si on peut avoir des cartes mères plus accessibles,
ça permet de faire des économies sur certains points, surtout que, encore une fois, tout le monde n'overclock pas son processeur. La mémoire, c'est autre chose. Enfin, beaucoup de gens overclock leur mémoire, mais le processeur, beaucoup moins. Et après, tout le monde n'a pas besoin de 40 ports USB. Voilà, chacun fait avec ce qu'il a, ce qu'il lui faut. Mais c'est un bon moyen voilà, d'alléger un peu la note d'une config, si on n'a pas besoin, bien sûr. Après, souvent, il faut prévoir un peu plus que ce qu'on a besoin sur l'instant T, mais à vous de juger et de faire vos choix. On continue de parler rapidement des chipsets Intel avec plus spécifiquement les B660. On a MSI qui nous donne des petites infos et surtout une info qui m'intéresse beaucoup moi, c'est le prix. Et là j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On est quand même sur un premier prix à 119 $ sur des modèles qui font bien sûr l'impasse sur certains trucs du genre le Wi-Fi intégré, mais à des prix déjà bien plus corrects. Et ça va jusqu'à 259 $ pour les plus haut de gamme, donc avec toute la connectivité sans fil intégré, tout ça, un design un peu plus travaillé, des matériaux un peu plus nobles, un refroidissement peut-être un peu plus travaillé aussi, un peu plus performant. Donc ça régale. Le seul problème là-dedans, c'est qu'on n'a pas de distinction entre les modèles DDR4 et DDR5, donc on ne sait pas s'il y a des différences de prix, on ne sait pas si les prix là donnés sont pour des modèles DDR4 ou DDR5. C'est la seul truc voilà, qui est un peu flou pour l'instant, cette histoire de DDR4 et DDR5. On sait pas. Il y aura un écart de prix hein, comme ça l'est pour les Z690, mais on ne sait pas trop de combien peut être l'écart de prix. Et on n'a pas non plus d'infos si certaines feraient l'impasse sur le PCI Express 5.0 pour encore descendre un petit peu le prix. Ça, on verra quand ça sortira. 4 janvier. On aura plus d'informations. On va passer à la partie carte graphique, mais avant, on va parler rapidement God of War. God of War, un jeu dans mon cœur, hein, à jamais, un jeu que j'ai totalement poncé. Je l'ai 100% sur PS4, un des rares jeux que j'ai 100% sur PS4. Euh, mais c'est quand même une petite fierté hein, d'avoir réussi à faire à 100% ce jeu, qui n'est pas si simple que ça, notamment la fin avec les Valkyries. En tout cas, il arrive sur PC pour le plus grand bonheur de tous les joueurs PC, hein, clairement. Pour tous les gens qui ne l'ont pas fait, je vous invite vraiment à faire ce titre hein, qui est très intéressant, aussi bien d'un point de vue gameplay que d'un point de vue histoire. Franchement, ça raconte une vraie histoire et on est vraiment embarqué dans l'histoire. Là, je vais pas vous détailler l'histoire, hein, je suis pas là pour ça, mais on va parler un peu du matériel qu'il faut pour faire tourner dans des bonnes conditions God of War version PC. Comme on pouvait s'y attendre, on ne nous demande pas du matériel de dernière génération. D'un autre côté, heureusement, c'est quand même un jeu qui tournait sur PS4 standard, hein. Je parle pas d'une PS4 Pro ou quoi que ce soit, hein, c'est première version. Ça tournait et sans faire, le bruit d'avion, le bruit du réacteur. Oui, il y a des jeux qui rendaient ma PS4 un peu bruyante. God of War, ça va. Franchement, c'est pas le plus léger, mais ça va. Ça transformait pas ma pièce en réacteur en soufflerie. On s'en sortait. Donc, des configs plutôt légères, hein. On recommande un processeur au minimum avec 4 cœurs. Recommandé d'avoir 4 cœurs mais un peu plus robuste. Et on va pas chercher dans des trucs ultra performants non plus, hein. On nous dit par exemple un Intel i5 de 6ème génération, 4 cœurs à 3,5 GHz. C'est pas quelque chose d'ultra performant. Côté carte graphique, une carte graphique classique avec 4 Go de mémoire dédiée, ça passera bien. Au minimum, il vaudrait mieux avoir plutôt 6 Go tout de même. C'est ce qui est recommandé. Et seulement 8 Go de mémoire vive. Mon stockage 70 Go, hein, ça là-dessus, c'est les jeux avec histoire, hein. Et puis c'est beau, tout ça, il faut faire rentrer les assets hein, dans le jeu. Donc forcément, ça pèse un peu lourd. Mais c'est plutôt ok. Vous avez clairement pas besoin d'avoir une machine de guerre pour jouer dans des bonnes conditions à God of War. Je suis quand même
voilà, je trouve que c'est quand même en recommandé. On n'est pas sur une grosse config, mais on est sur une config gaming, voilà, entrée de gamme. Et je suis quand même un peu surpris parce que je pense que la PS4 standard est quand même pas une machine ultra performante d'un point de vue performance brute. Donc j'aurais pensé qu'il fallait peut-être un peu moins, mais bon, moi je suis juste là pour regarder et donner mon avis, hein. Pas moi ils ont dû faire des tests, j'imagine, j'espère. En tout cas, je vous conseille fortement le jeu si vous avez une machine qui vous permet de le faire dans des bonnes conditions. C'est c'est vraiment un très très bon jeu. Je sais pas par contre à quel prix il sort. Aucune idée. Est-ce qu'il sort plein pot? J'espère pas. Sinon c'est triste un peu. Avant de pleurer des larmes de sang, on se fait un petit comparatif de cartes graphiques mobiles, la RX 6600M de chez AMD contre la RTX 3060 de chez Nvidia. Donc 6600M, il y a écrit dans le nom, il y a un M, donc c'est mobile. La 3060, c'est aussi une carte mobile, hein. Attention, carte mobile chez Nvidia, c'est un peu compliqué parce qu'on a différentes versions pour une même référence. On a différentes RTX 3060 avec des bridages différents. En fait, il faut penser que dans un PC portable, la plupart de vos composants sont bridés pour des raisons de chauffe, de consommation d'énergie, tout ça. Et pour les cartes graphiques mobiles Nvidia, vous avez différents bridages sur sur les mêmes modèles pour qu'ils puissent intégrer à différents types de PC, que ce soit des PC de type Ultrabook, donc très fins, qui ne peuvent pas beaucoup chauffer et qui ont une autonomie voilà, où faut vraiment travailler dessus parce que ça fait partie des critères de l'Ultrabook comparé à, je sais pas, les gros PC portables gaming qui sont lourds, qui ont un gros transfo et qui transforment la pièce où il se trouve en soufflerie. Donc il faut différencier tout ça et c'est pour ça que chez Nvidia on a différents, ils les classent par TDP, donc par puissance qu'ils vont aller chercher et elles sont plus ou moins bridées. Ah, si j'avais une 3090, je ferais exactement la même chose. Je dormirais avec elle, bien sûr. Malheureusement, si on n'est pas possesseur d'une 3090, hein. Donc voilà, on n'a pas tous la chance d'avoir la masterpiece de chez Nvidia. La masterpiece plus pour longtemps d'ailleurs, attention. Bientôt, bientôt, on aura mieux que la 3090. Personne s'y attendait, mais ça va arriver. Du coup, pour en revenir à nos petites cartes mobiles qui sont loin de rivaliser avec une 3090 qui pourrait manger ces deux cartes et les recracher pour le petit-déj, euh, je ne vais pas vous détailler tous les benchmarks parce que c'est chiant. Je suis allé regarder. Il faut savoir que du coup, ils ont fait des comparatifs avec une 6600M et deux 3060, des 3060 qui ont des bridages différents. On voit ici, on a une 3060 avec un bridage 115-130 watts et une autre avec un bridage 80-95 watts. Donc elles ne délivreront pas les mêmes performances. Ici sur ce jeu en particulier et dans cette résolution avec ses réglages graphiques ici, donc Metro Exodus en 1440p, on voit que la 6600M, elle se trouve entre les deux 3060. Et en vrai, c'est à peu près toujours les mêmes histoires, on est à peu près toujours dans les mêmes comparatifs. Parfois, parfois les 3060 sont un peu mieux, parfois la carte AMD est un peu mieux, mais franchement, ça se vaut. Forcément, les 3060 qui sont plus bridées sont un peu moins performantes que les 3060 qui sont moins bridées. Ça semble être une évidence la plus totale. Et après, ça dépend de l'optimisation de chaque jeu et tout. C'est toujours pareil entre AMD et Nvidia. Il y a des histoires d'optimisation. Certains jeux sont mieux optimisés avec les cartes AMD, d'autres mieux optimisés avec les cartes Nvidia. Ça restera quelque chose qui sera jamais égal. Donc il faut aller checker un peu à chaque fois. Tout ça pour dire que ça se vaut. C'est à peu près la même chose. La seule vraie grosse différence entre les deux cartes, c'est les technologies RTX de Nvidia. Donc, par exemple le DLSS qui là
apporte un vrai plus qui n'est pas dans les cartes AMD. Mais, mais bon, si vous n'utilisez pas de DLSS, vous verrez clairement pas la différence. Ah ouais, le fils de Bill Gates. Pas mal. Ah non, en plus, c'est même plus... Ah, c'est qui est propriétaire de Microsoft? C'est une bonne question, ça. Parce que c'est plus Bill Gates qui est à la tête de Microsoft, mais qui est propriétaire? J'imagine des actionnaires. En tout cas, pour finir sur ce petit versus de cartes graphiques mobiles, et bah, faites soit vous trouvez l'intérêt des technologies Nvidia RTX, donc dans ce cas-là, tournez-vous plus vers Nvidia, sinon prenez le PC portable moins cher. Voilà. En termes de performance, c'est à peu près équivalent. Bon, on passe au moment où on pleure. Vous êtes prêts à pleurer? Moi, je suis prêt à pleurer. Puis mon mouchoir, mais je suis prêt à pleurer. Prix et disponibilité. Ouh, il y en a qui ont disparu depuis le moment où j'ai fait mes petites pages. On avait plus de 3060 Ti de disponibles à des prix un peu plus bas. Visiblement, elles ont trouvé acquéreur. Hein. Ce qui est pas vraiment étonnant, parce que les 3060 Ti sont quand même pas ultra disponibles, même à des prix élevés. C'est pour vous dire à quel point c'est triste. Mais on avait des cartes à moins de 900 euros. Incroyable, des 3060 Ti à moins de 900 euros. Oui, oui, oui. Ça reste des prix horribles et astronomiques et que personne n'a envie d'avoir. Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, une seule carte à moins de 1000 euros, une 3060 Ti de chez Aorus. Voilà, classique, 930 euros. Grand format, 3 ventilateurs, tout ça. Ensuite, juste au-dessus des 1000 euros, on a les 6700 XT de chez MSI, de chez Asus. Voilà. Et après, on a direct un gros gap. J'étais pas prêt pour ce gros gap. Après la plus chère des 6700 XT à 1070 euros, on passe à 1700. Direct tout 1700. 6900 XT de chez PowerColor. Suite MSI, Gigabyte, Asus, Aorus. Tout le monde a ça à 6900 XT. Entre 1700 et 2000 euros. Cher. Très bonne carte, mais très cher. Et après, qu'est-ce qui est plus cher qu'une 6900 XT? Une 3080 Ti, bien sûr, à partir de 2100 euros jusqu'à 2330, suivant celle que vous voulez. Pas de 3090 disponible, pas de 3060, pas de 3070 ni 3070 Ti, trop peu de références disponibles, sans parler du prix. Des prix qui ne cessent de grimper, d'augmenter. Les cartes graphiques sont encore dans une phase d'inflation, donc c'est toujours pas le bon moment. Toujours pas le bon moment, tournez-vous vers du reconditionné, de la seconde main. C'est peut-être le seul moyen d'avoir une carte graphique à un prix acceptable en ce moment. Ou alors peut-être que si vous connaissez des fabricants, peut-être que là, mais là c'est de la triche du coup. Non, c'est vraiment très compliqué et c'est à des prix très très élevés et très peu disponibles. Après, il existe plein d'autres sites de vente et il y a toujours moyen de trouver la référence que vous voulez. Après, pas forcément au prix que vous voulez. Et trouver des cartes à des prix vraiment attractifs, c'est quasiment impossible à l'heure actuelle. À part si vous tombez sur un drop de Founders Edition qui s'est perdu dans un entrepôt, sinon c'est très très compliqué. Bon, on a parlé des choses qui fâchent, parlons des choses qui fâchent un peu moins, des choses qui nous font envie. D'abord AMD. On commence par AMD, on aime bien AMD, ils régalent, ils font des processeurs de ouf. J'ai jamais eu l'occasion de tester les cartes graphiques AMD, malheureusement. Un jour, j'espère, pour que je puisse donner pour que je puisse donner mon avis, pour que je puisse vous donner mon avis. C'était dur à... Waouh, on va boire un coup. C'est dur à dire. Mais ouais, j'aimerais beaucoup les tester pour savoir ce que ça vaut, comment ça réagit et tout. Malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion. Ça arrivera un jour, je l'espère. En tout cas, on va parler des cartes accessibles, l'entrée de gamme de chez AMD. Oui, oui, oui.
s'il vous plaît, les 6400 et 6500 XT qui vont arriver dès janvier. Ils vont venir se confronter frontalement aux 3050 normalement. On a appris un peu plus sur ces cartes qui devraient avoir seulement 4 Go de mémoire dédiée, ce qui est vraiment pas beaucoup, assez étonnant, qu'ils mettent si peu de mémoire, sachant que sur leurs autres modèles de cartes graphiques, ils ont quand même pas été, ils ont été plutôt généreux en vrai en termes de mémoire dédiée. Ils sont des cartes avec 16 Go de mémoire, on rigole zéro. Là, c'est vraiment très peu. On a assez peu d'informations sur les performances. On sait à peu près ce qu'il y aura à l'intérieur, mais on ne sait pas trop comment ça tournera. Et ça va sortir début d'année, donc vraiment ça va être la guéguerre. On adore, hein, la guéguerre entre AMD et Nvidia. Ils vont sortir tout ça en même temps, ça va être comparé en direct et on va pouvoir très rapidement savoir quel est le meilleur matériel. Est-ce que c'est équivalent? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur? Est-ce que AMD ou Nvidia a fait du meilleur travail? On va très vite le savoir et très peu de temps après, on devrait aussi avoir les modèles d'Intel qui sont aussi dans les mêmes segments de gamme, donc plutôt dans de l'access. Et encore une fois, on devrait avoir une petite bataille des prix et tout. Moi, ça me fait très envie. Seul truc qui me fait un peu peur, c'est que si personne n'a disponibilité, il n'y aura pas de concurrence, pas de guéguerre de prix et juste on sera un peu comme après la sortie des RX 6000 et des RTX 3000, en mode bah, les deux sont des très bonnes cartes, mais on peut en acheter aucune, ou alors à 4 fois le prix de vente conseillé. Donc on verra. Le CES sera un vrai marathon des annonces des cartes graphiques. On verra comment ça se passe et on verra surtout, on scrutera de près la sortie de ces cartes. Un peu plus dans le futur, des RX 6000S qui seraient gravés en 6 nanomètres. Jusqu'à maintenant, on est sur du RX 6000 classique, on enlève le S. Le S qui peut, j'imagine, être comparé aux cartes Super chez Nvidia, donc une version un peu boostée. Ici, on aurait quand même un changement de process avec du coup une gravure en 6 nanomètres. On passe en TSMC N6 au lieu du TSMC N7 qui nous permet de gagner en densité et aussi normalement du coup en consommation chauffe sans trop bouleverser les choses, donc avec une intégration qui se ferait comme pour le process en 7 nanomètres, ce qui régale évidemment AMD parce que ça leur permet de bénéficier des avantages de ce nouveau processus sans avoir à tout repenser, tout réimaginer et tout modifier. Donc pour eux, c'est que du gain. Ça devrait dans un premier temps arriver d'abord pour les cartes mobiles qui effectivement bénéficieraient encore plus de ces gains en densité parce que ça leur permet du coup moins de chauffe, moins de consommation, très important sur une plateforme mobile vu qu'on a une batterie. Donc tout ça, ça devrait arriver. On reste chez TSMC. Petite info connexe, j'ai vu des rumeurs, c'est pas encore totalement officiel, mais ça en parle, euh, d'un passage d'AMD chez Samsung pour de la gravure. On sait pas trop sur quoi, on sait pas trop sur quelle finesse de gravure. On parle de finesses qui sont inférieures à du 5 nanomètres, donc du 4 ou du 3. C'est probablement peut-être plus pour les processeurs dans un premier temps, mais voilà. Là où, euh, là où beaucoup de gens se tournent vers TSMC à l'heure actuelle, Nvidia qui à l'heure actuelle avec Samsung, mais qui va dans le futur basculer du côté de TSMC, Intel aussi qui parle de produire des processeurs avec TSMC, AMD qui est déjà chez TSMC et historiquement chez TSMC, a l'air de faire le chemin inverse et de prendre contact avec Samsung pour le futur. Donc on verra. On verra de ce qu'il en est. L'histoire avec Samsung, c'est pour un futur bien plus éloigné que ces RX 6000S qui devraient normalement pas trop traîner et arriver tranquillement en 2022. On va passer aux cartes Nvidia après avoir bien parlé d'AMD, hein.
J'attends juste. Moi, le seul petit truc qui m'embête un peu quand je parle d'AMD, c'est que voilà, je suis capable de regarder les caractéristiques techniques, mais le fait de ne jamais avoir une carte graphique AMD, et bah, ça m'embête un peu parce que je peux pas donner mon ressenti et mon résultat d'expérience, alors que ça soit en termes de processeur, AMD comme Intel, j'ai déjà eu donc je peux en parler, et carte graphique Nvidia, j'en ai aussi eu plusieurs, donc je peux aussi en parler. Carte graphique AMD, j'en ai jamais utilisé, donc voilà, il y a toujours le côté sceptique de j'ai jamais utilisé, donc je sais pas trop. Du coup, Nvidia, qu'on connaît, qu'on utilise, moi j'ai une 1660 Super, hein, qui est une carte ok tiers, en vrai, juste ok tiers. C'est pas, on n'est pas sur un monstre, mais ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, j'arrive à être en live sans freeze, donc ça fonctionne quand même plutôt bien. On va pas parler de la 1660 Super, mais on va parler de la ancienne nouvelle 2060. Ancienne nouvelle parce que elle est nouvelle, elle change un peu. On a fait un peu un mix entre la 2060 et la 2060 Super. On double, on prend la puce de la 2060 Super, on prend la mémoire de la 2060, qu'on double, et bim, on a notre nouvelle ancienne 2060. Carte qui est plutôt sympa hein, quand même, loin d'être inutile et elle a encore, même si elle n'est pas de dernière génération, elle a encore largement sa place sur le marché des cartes graphiques. On a vu qu'il y avait encore des 1050, 1050 Ti qui se vendaient, hein, donc une 2060 RTX, clairement, c'est pas non plus n'importe quoi. On est sur une petite version refaite, on sait pas trop, on savait pas trop. On commence à avoir des débuts de réponse, mais on savait pas trop pourquoi, euh, à quel moment Nvidia décide de ressortir ses anciennes générations. Il y a des débuts de réponse. Il y a des débuts de réponse déjà parce que, comme on l'a vu juste avant, acheter une carte graphique à l'heure actuelle, c'est plus que la merde. Déjà, les prix sont horribles, les disponibilités pareil. Donc, premier élément de réponse, si ça peut faire du bien au marché des cartes graphiques, pourquoi pas. Deuxième élément de réponse, visiblement, c'est des puces qu'ils ont. Donc, d'un point de vue prod, ça ne pose aucun problème, ce qui est un gros avantage à l'heure actuelle. Après, d'un point de vue prix, on est sur des autres histoires. Ici, on a du coup dans les premières, parce qu'elle est officiellement sortie cette carte, elle est officiellement sortie cette semaine. Du coup, c'est anciennes nouvelles 2060, sauf qu'elles sont sorties dans l'anonymat le plus total déjà, et dans des disponibilités quasi nulles. Mais quand je dis quasi nulles, à côté, les sorties des RTX 3000, il y avait un stock de ouf. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est quasi nul. Ensuite, les prix. On avait des prix publics conseillés qui traînaient. On parlait de 300$ ou 350$. Dans un premier temps, 300$. Après, il y avait Nvidia qui avait lâché un petit oui, mais c'est quand même des 2060 nouvelles, refaites, machin. Donc on s'est dit ok, 350 du coup. Les premières listées sont clairement pas à ces prix-là. Ici, on en a une à 528, qui n'est bien sûr pas disponible. Hein. Elle est listée à ce prix-là, mais pas disponible, ce qui est très cher. Donc, ça fait mal. Surtout que, toc toc toc, la 2060 classique, elle est à 519. Donc, vous voyez à quel point les prix, c'est n'importe quoi. Mais surtout comparé au prix public recommandé de la 3060, qui était de 335€. Bon, même si à l'heure actuelle, ça coûte 650€. Une 3060, on est quand même sur des prix vraiment élevés. Vraiment élevés, même si ça continue de respecter les gammes, vu que la 3060 est plus chère et que la 2060 ancienne version est légèrement moins chère. Ça reste des prix indécents. On parle de prix pour une carte qu'on ne peut pas acheter, hein, parce qu'effectivement on a un prix, mais on n'a pas de stock. Important à noter. Le dernier truc, le dernier élément de réponse, c'est et si, le fameux et si en fait c'était pas une carte vraiment à destination des gamers,
mais que c'était plutôt une carte à destination des mineurs, pas brandée CMP, mais avec des capacités de minage intéressantes. On lui met le tag gaming en la brandant RTX pour que les gamers ne se sentent pas lésés. Comme ça, si le gamer il veut se procurer une carte, il peut la prendre pour jouer. Mais si le mineur de crypto-monnaie il veut s'en procurer 50, il peut aussi en acheter 50 pour miner sa crypto-monnaie. Et en fait, toutes ces rumeurs elles viennent déjà du fait qu'il y a beaucoup de stock de ces puces-là, côté Nvidia, et de petits graphes qui sont sortis qui nous montrent que, en fait, en termes de performance pour miner de la crypto-monnaie, on est très bien. On est très très bien. Parce qu'on se retrouve du coup à 31,65 MHz par seconde, ce qui n'est pas un truc énorme, surtout si vous comparez, je sais pas, une 3090. Par contre, on a une consommation très agréable, en dessous des 85 watts, et on est plus performant qu'une 3060 par exemple, qui est une carte dernière génération qui coûte plus cher. Et en plus, par exemple, si on compare même à une 2070 Super, on est légèrement moins performant en vitesse de minage, mais par contre, on est bien plus performant d'un point de vue énergétique, vu qu'on consomme quasiment 2 fois moins pour une baisse de performance de quoi, 15%, un truc comme ça. Donc, ultra intéressant pour les fermes de minage, hein, clairement. Euh, donc voilà, hein. Ça a quand même l'air d'être assez flagrant que ces cartes sont là pour faire tampon dans ce vide du marché des cartes graphiques. Et ce, mon avis là-dessus, c'est que il n'y aura aucun problème pour trouver des acquéreurs, hein. C'est une carte qui est très correcte pour tout, en fait. Très correcte pour tout. Il ne manquerait plus qu'elle soit disponible et très correcte en termes de prix. Et ce sera la carte graphique rêvée de beaucoup de gens. Donc plutôt propre. Encore une fois, tout ça, ça va dépendre des prix et des disponibilités. À l'heure actuelle, les prix très élevés, disponibilité zéro. Mais on nous annonce, et on finira là-dessus sur la 2060 ancienne nouvelle génération, euh, on nous annonce que bon, le lancement c'était un peu, c'était pas très propre, mais ça va augmenter, la disponibilité va augmenter tout au long du mois de décembre jusqu'à arriver à normalement des disponibilités correctes d'ici le début de l'année et des cartes qui devraient aussi baisser en termes de prix. Mais bon, ça, vous savez, c'est les lois du marché, hein, l'offre et la demande, c'est ça qui fixe les prix. Donc, tant que les disponibilités seront aussi catastrophiques, l'offre sera toujours plus basse que la demande et les prix seront forcément très élevés. Mais vraiment, elle est intéressante cette carte. Elle est intéressante pour tout le monde. Et encore une fois, le seul truc qui est problématique à l'heure actuelle sur cette carte, c'est la disponibilité et les prix, plus des prix pour des cartes pas disponibles. Ensuite, on va parler d'une carte qui me tient à cœur, qui me tient vraiment à cœur, la 3050. Alors oui, la 3050, ce n'est pas la masterpiece de chez Nvidia, c'est pas la carte qui vous permet de jouer en 4K, c'est pas la carte qui vous permet d'avoir 1 milliard de FPS pour être le meilleur sur votre jeu de tir. Mais c'est la carte qui coûte le moins cher, qui enfin, pour la première fois, va bénéficier des technologies RTX et du matériel dédié, prise en charge du DLSS, à un prix bien plus accessible, avec une consommation bien plus raisonnée qu'une 3090. Donc, moi j'en attends beaucoup. En plus, on nous annonce quand même pas n'importe quoi, on nous annonce que ce sera plus performant qu'une 1660 Super. Et c'est pas. On en revient à ma 1660 Super. 1660 Super, c'est déjà très correct pour tout ce qui est gaming en Full HD. Il y a moyen de vous régaler. Donc là, on vous annonce une carte entrée de gamme qui serait très bien pour tous les jeux en Full HD, qui permettrait de tout jouer dans des bonnes conditions en Full HD. Donc, quand même plutôt propre. Plus si vous n'avez pas forcément toutes les performances que vous voulez, vous avez
si le jeu est compatible, la possibilité d'activer le DLSS pour du coup avoir une expérience plus fluide, au détriment d'un peu de perte visuelle, mais quasiment pas. Et vous avez même la possibilité d'utiliser le ray tracing, donc que vous dire de plus? C'est génial. 8 Go de mémoire dédiée, ce qui est plutôt beaucoup, mais je trouve ça bien. Bien sûr, on sera sur de la mémoire bien moins performante que sur ses grandes sœurs, hein, clairement. Mais voilà, j'en attends beaucoup. On verra. Ça va débarquer, encore une fois, hein, à chaque fois c'est dit, mais ça va débarquer en même temps que la concurrence. Et, euh, et moi j'attends, j'espère qu'il y aura du stock et des disponibilités pour qu'il y ait une vraie bataille à la sortie de ces produits. S'il n'y a pas de stock et de disponibilité, il n'y aura pas de bataille parce que les gens achèteront la rare carte graphique disponible au lieu de voilà, regarder un peu, analyser du benchmark et faire un choix entre les deux. Quand il n'y en a qu'une de disponible, on prend celle qui est disponible, malheureusement. Mais en tout cas, ça va arriver, ça va être annoncé normalement 4 janvier, avec une arrivée fin janvier. Donc, donc ça régale. Comme on a vu au début avec l'annonce de ces conférences, on devrait aussi avoir une 3070 Ti côté Nvidia, avec doublement de la mémoire dédiée. On passerait à 16 Go de mémoire dédiée, ce qui est quand même énorme. 16 Go, ça commence à être costaud hein, en termes de mémoire dédiée, comparé à 8 pour la version d'avant. Encore une fois, ça devrait être annoncé très bientôt. Là, on nous parle du 17 décembre. Je suis très étonné qu'il y ait des annonces pré-CES, mais peut-être que oui, hein, peut-être qu'ils n'ont pas la place de tout annoncer au CES. Et du coup, lancer le 11 janvier prochain. Ça aussi, c'est des dates assez étonnantes, mais pourquoi pas. C'est de la communication officielle Nvidia, hein. C'est pas des rumeurs, machin, c'est la communication officielle Nvidia. Donc, on verra. Ce que j'attends aussi, comme information qu'on n'a pas pour l'instant, c'est savoir s'il y aura des cartes Founders Edition ou pas. Ça, c'est très important pour savoir s'il y aura des cartes à des prix bloqués ou pas. Ça aussi, grande interrogation qu'on gardera jusqu'au moment de l'annonce de la conférence. Et du coup, je vous en parlais, la 3090 qui à l'heure actuelle est la masterpiece d'NVIDIA va être bientôt remplacée par la 3090 Ti. Elle va arriver en mode c'est moi le boss, pas énormément de changements, on double pas la mémoire dédiée, hein, je vous rassure, on passe pas de 24 à 48, ça aurait été bizarre. Par contre, on la rend un peu plus performante cette mémoire, on reste sur du 24 Go. On aura un peu plus de cœur graphique et tout, donc un peu plus de performance. Il y avait des rumeurs, ça par contre c'est de la rumeur, il y avait des rumeurs comme quoi elle viendrait, déjà elle sortirait en Founders Edition et en plus elle viendrait remplacer en termes de tarifs la 3090. Donc par exemple chez nous en France elle arriverait à 1550 € pour les Founders Edition. Ça on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. On ne sait toujours pas quels modèles seront en Founders Edition. Pareil pour les 3050. On ne sait pas s'il y aura des Founders Edition des 3050 ou pas. Il faudra attendre les conférences pour avoir toutes les infos. Mais voilà. Probablement l'annonce le 4 janvier. Sortie 27 janvier comme la 3050. C'est pour ça que la 3070 Ti, je trouve qu'elle a un planning un peu chelou. Différent des autres cartes. Mais je sais pas. Moi, je suis pas en interne chez Nvidia. Ils font peut-être comme ils peuvent. En tout cas, la 3090 sera détrônée. Assez, moi, je trouve ça étonnant. Je trouve ça étonnant qu'il la détrône si vite et qu'ils aient vraiment cette idée de remplacer. Parce que là, il la présentait, avant, il la présentait comme ça, comme quelque chose qui allait remplacer la 3090 et pas un modèle plus premium que la 3090. À voir. De toute façon, tout le monde ne met pas. J'allais dire 1550 €, mais beaucoup de gens seraient prêts à mettre seulement 1550 € dans une 3090 à l'heure actuelle. Faut tabler sur des prix un peu plus élevés. Et on finit avec un message d'espoir, le message d'espoir d'NVIDIA pour tous les gamers hein,
qui nous annonce que ça devrait s'améliorer petit à petit en 2022 jusqu'à arriver vers le milieu d'année à un stade où les disponibilités devraient être plus correctes et du coup des prix qui devraient être à la baisse. C'est à peu près les prévisions de la plupart des gens du milieu, hein, qu'il faudrait attendre le milieu, le mi-2022 pour avoir un retour à peu près à la normale, en tout cas des marchés moins bloqués, une pénurie de composants moins impactante et moins de problèmes dans la production, l'approvisionnement, tout ça. On espère, on continue d'y croire, même si ça fait longtemps qu'on nous annonce que on devrait avoir du mieux. Pour l'instant, ça ne fait qu'empirer, hein, clairement. Les cartes graphiques sont de plus en plus chères. Heureusement, tous les composants ne sont pas dans le même état que les cartes graphiques, hein. On a vu par exemple avec les processeurs Intel qui a sorti leur génération, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de flambée des prix, il n'y a pas eu de disponibilité quasi inexistante. Donc comme quoi on peut encore réussir à sortir des produits en quantité et arriver voilà, à contenter son public, même si ça a l'air de plus en plus dur. On va pas se mentir là-dessus. Et voilà, on conclut sur cette petite note d'espoir notre point actu hardware de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pris du plaisir à suivre cette actualité et que je vous ai appris des trucs. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours constructifs si possible pour m'aider à progresser et pourquoi pas m'indiquer ce que je peux modifier, améliorer, changer. Et je vous invite aussi à aller me suivre sur les réseaux sociaux. Je le fais jamais ça, mais pour une fois, je le fais. Voilà. Donc n'hésitez pas, Twitter, Instagram, il y a un petit Discord, le petit follow sur Twitch. N'hésitez pas, ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien, et moi, ça me régale. Donc si vous vous sentez d'une âme généreuse, faites-moi plaisir. Je vous remercie d'avoir été présent et on se retrouvera du coup la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura encore un point actu hardware. Après, je ne sais pas si je continuerai à en faire pendant la fin du mois de décembre. Je vous redirai, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Mais je ne suis pas encore fixé. Peut-être pas, hein, parce qu'il y aura Noël, tout ça. On verra. En tout cas, encore merci d'avoir été là avec moi et à la semaine prochaine pour des nouvelles actus hardware et tech.